Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'oiseau bariolé. Il s'agit d'un roman écrit par Jerzy Kosinski et publié en 1965. Au début de la Seconde Guerre mondiale, un garçon de 6 ans est envoyé dans un village par ses parents afin de le mettre à l'abri. Le garçon vit dans la chaumière de Martha, qui est une vieille femme superstitieuse qui tire vers la sénilité. Ne pouvant tisser de lien avec cette femme, le narrateur cherche à tisser des liens avec des animaux, mais c'est un échec. Martha tombe malade et elle finit par mourir. Le narrateur ne le comprend pas et il pense que, comme pour le serpent, Martha est en train de muer. La nuit tombe et en voulant allumer une lampe à pétrole, le petit garçon met le feu à la maison. Tandis que la maison s'enflamme de partout, le narrateur est impressionné du stoïcisme de Martha qui reste à l'intérieur. Le lendemain, le narrateur se rend au village où les habitants s'en prennent à lui. Un homme le prend, le met dans un sac de jute et le ramène à sa ferme. Le narrateur se fait flageller par ce paysan, puis il est acheté par Olga, qui est une femme médecin un peu spéciale. Le narrateur travaille en tant qu'homme à tout faire et il accompagne également Olga lors de ses tournées de guérisseuse. Olga le prend pour l'enfant des ténèbres et elle pense qu'il est possédé par un esprit maléfique. Elle lui dit qu'il ne faut pas qu'il regarde les animaux ou les gens dans les yeux, sinon il pourrait leur lancer un sort. Cette pensée n'est pas spécifique à Olga, mais est commune de tous les paysans de la région qui ont cette opinion, car le narrateur a les yeux et les cheveux noirs, alors qu'ils ont les yeux et les cheveux clairs. Ces différences font croire à beaucoup que cet enfant est un tzigane ou un juif, alors chassé par les soldats allemands de l'époque. Une épidémie sévit au village et le narrateur tombe malade. Olga enterre le garçon jusqu'à la tête et elle allume des feux de tourbe autour de lui. Laissé seul, le garçon se fait picorer par des oiseaux, mais il guérit tout de même. Un jour, des paysans le jettent dans une rivière sur une vessie d'un énorme poisson-chat. Le narrateur est emporté par le courant. Le narrateur nous décrit ce qu'il appelle des comètes. Il s'agit de boîtes de conserve remplies de combustible plus ou moins en incandescence qui servent à manger, à se protéger des autres et à se protéger du froid. Sans comètes, les individus sont des hommes perdus. En sortant de la rivière, le narrateur repère un groupe et il parvient à voler la comète d'un vacher. Dans la forêt, il imagine voir des êtres parmi les arbres. Le narrateur habite maintenant chez un meunier surnommé le jaloux, car il est jaloux de sa femme au point de la fouetter quand il soupçonne une infidélité. Pour dîner, cet homme fait venir le garçon de ferme. Après avoir été témoin d'une scène d'amour entre chats, le jaloux comprend que ce garçon de ferme est attiré par sa femme. Le mari finit par énucléer cet homme avec une cuillère. Le meunier écrase les yeux tombés à terre alors que le narrateur aurait voulu les récupérer pour s'en servir. Le lendemain matin, le narrateur décide de partir. Il croise le garçon de ferme et il se demande si, sans les yeux, les gens gardent les souvenirs de quand ils les avaient encore. Le narrateur travaille pour l'oiseleur Lek, pour qui il pose des pièges. Le narrateur vend les oiseaux capturés contre toutes sortes de biens. Lek va rejoindre Ludmila dans la forêt. C'est une femme qui donne du plaisir aux hommes et qui est détestée des femmes. Dans la clairière se déroule une romance entre eux. Quelquefois, Ludmila n'est pas présente au rendez-vous et Lek, mécontent, peint les plumes d'un oiseau avec plusieurs couleurs. Une fois relâché, l'oiseau appelle ses congénères qui viennent à lui car ils reconnaissent son chant. Cependant, en voyant les couleurs du plumage qui ne sont pas les mêmes que les leurs, les oiseaux se mettent à l'attaquer jusqu'à la mort. Après une assez longue absence de Ludmila, Lek devient à moitié fou. Un jour, Ludmila revient et elle se rend à la maison de Lek, mais Lek s'est absenté et elle ne trouve que le narrateur. Ludmila entraîne le garçon dans la forêt et elle souhaite avoir des rapports avec lui. Les cris du narrateur attirent les paysans qui ont des relations avec cette femme. Les femmes arrivent et elles s'en prennent à Ludmila jusqu'à la mort. Lek, neutralisé, ne peut pas intervenir. Le narrateur travaille maintenant chez un charpentier qui pense que les cheveux noirs peuvent attirer la foudre. Lors des tempêtes, il laisse le garçon seul dans un champ et enchaîné. Un jour de tonnerre, le charpentier est malade et il ne peut pas emmener le narrateur dans un champ. Le garçon se cache dans une grange et celle-ci prend feu. Craignant que les paysans le tuent, il s'enfuit et il prend clandestinement un train.
Dans la forêt, il voit un bon cœur rempli de rats. En allant dans un village, il se rend compte qu'il s'agit du village duquel il vient de s'enfuir. Il est récupéré par un paysan qui veut sûrement le noyer dans un sac. Le narrateur lui fait croire qu'il y a des objets de grande valeur dans le bunker. Une fois sur place, le narrateur fait tomber l'homme parmi les rats qui le mangent vivant. Le garçon s'en va en prenant la charrette et le bœuf du paysan qu'il échange contre le gîte et le couvert dans un autre village. Le narrateur vit maintenant chez un forgeron. Le village est pris entre les partisans blancs qui veulent combattre les Allemands et les Russes, les partisans rouges qui veulent aider l'armée soviétique, les Allemands qui leur volent des denrées. Ces oppositions sont source de nombreuses bagarres. Des personnes pensent que le forgeron a aidé à enterrer des partisans du camp adverse. Ces hommes s'en prennent au forgeron, à sa famille et à ses journaliers. Ils finissent par trouver le narrateur qu'ils prennent pour un tzigane. Le narrateur doit être livré à un poste allemand. Un soldat l'amène en forêt, sans doute pour le brûler, à l'aide de l'essence qu'il vient d'avoir en sa possession. Cependant, le soldat coupe la corde et le fait partir. Le narrateur se retrouve dans la nature. L'hiver est rude et pour survivre, il doit voler de la nourriture. Dans la forêt, il croise un cheval à la jambe brisée. Tant bien que mal, le narrateur parvient à la mener dans un village. Le cheval est tué, étranglé par une corde tirée par des chevaux. Le narrateur est engagé chez un fermier. Lors de banquets, on lui fait parler sa langue natale, ce qui fait bien rire les villageois qui ne parlent qu'un dialecte. Le narrateur est témoin d'un meurtre d'un paysan sur un autre paysan. Le garçon revoit le meurtrier manger dans la même pièce où a eu lieu le crime. Il se rappelle l'histoire d'un crâne qui serait sorti de sa tombe et aurait tué le charretier qui était son assassin en se jetant sous les sabots des chevaux. Le garçon fait le constat que la justice est lente. Le narrateur doit se méfier des garçons du village qui l'embêtent. Ces garçons ramassent des armes laissées par les partisans. Un jour qu'il est embêté par des garçons, le narrateur se défend en lançant une pierre à un autre garçon qui l'assomme ou tue involontairement. En colère de cette nouvelle, des villageois arrivent dans la ferme. Possédant un détonateur et des explosifs qu'il a trouvés, le narrateur fait sauter la grange tandis qu'il est en train de s'enfuir. Il arrive dans un village dans lequel on lui donnera de quoi survivre contre du travail. En allant ramasser des champignons, le narrateur et le fermier tombent sur une ligne de chemin de fer. Ils passent des trains dans lesquels sont enfermés des juifs ou des tziganes sur lesquels on rapporte d'étranges histoires. Il arrive que quelques prisonniers arrivent à s'enfuir du train. Les paysans ont bien trop peur des soldats allemands pour aider quiconque qui a survécu à cette chute. Beaucoup meurent de cette fuite et les paysans pillent alors les cadavres. Le narrateur se souvient de cette jeune fille retrouvée vers la voie ferrée et qui, suite à sa chute, n'a eu qu'une légère blessure. Cette fille a été retrouvée par un homme du village qui s'appelle Arc-en-Ciel. Elle a été amenée au village. Il a été décidé que le lendemain, elle devait être rendue aux autorités allemandes. Arc-en-Ciel abuse d'elle et reste coincé en elle. Une vieille sage-femme les libère on ne sait comment. Le narrateur doit partir du village car les paysans allemands vont bientôt y venir et ils savent qu'une personne juive s'y cache. Cependant, le narrateur se fait prendre, il est emmené dans une charrette avec un homme blessé. Sur le chemin, ils se font harceler par des enfants qui les blessent. Ils sont tous deux amenés à la commandanture. Après avoir traité un officier allemand de Schwein, l'homme blessé est mitraillé. Le narrateur a peur de cet officier, mais en même temps, il l'admire. Le narrateur est confié à un prêtre qui l'amène auprès d'un paysan d'un village voisin. Contre la garde de l'enfant, le paysan, qui s'appelle Garbos, toucherait de l'argent. On lui a déjà confié une jeune fille qu'il a maltraitée et qui a fini par disparaître. Le paysan est accompagné de Judas, un chien à l'air effrayant capable de tuer un homme en moins de 2. Garbos fait travailler le narrateur et il le bat régulièrement et de plus en plus fort. Le narrateur pense résoudre le problème en jetant des sorts aux paysans à l'aide de papillons. Après que le prêtre qui veut en faire un enfant de cœur lui ait appris la religion, le narrateur pense que prier va l'aider à le sortir de sa situation. Bien loin de s'améliorer, la situation avec Garbos ne fait qu'empirer. Le paysan prend l'habitude d'accrocher l'enfant au plafond tout en laissant son chien en dessous. Malgré les douleurs, le garçon doit rester en hauteur car sinon le chien va le tuer. Un jour, le narrateur est appelé par le nouveau prêtre pour remplacer un enfant de cœur malade lors d'une fête religieuse. Sur le chemin, il se fait attaquer par des paysans.
Le garçon doit porter un missel avec son lutrin. La charge est trop lourde et le narrateur, qui n'est pas en état de faire un tel effort, tombe en syncope. Les paysans, en colère de cette interruption dans la cérémonie, le jettent dans une fosse remplie d'excréments. Le narrateur parvient à en sortir et il décide de fuir dans la forêt. Il se rend compte qu'il est devenu muet. Le narrateur est retrouvé et ramené au village. Il est placé auprès d'un fermier qui s'appelle Makar. Ce fermier vit avec son fils, Anton, et sa fille, Oka. C'est un éleveur de lapins et de chèvres peu aimé des villageois. La fille prend du plaisir avec le narrateur et elle lui en donne. Makar et son fils pratiquent la zoophilie. Un jour, Makar ordonne au narrateur de tuer la lapine préférée dont il a déjà abusé. Le narrateur pense la tuer en l'assommant et il commence à lui ôter la peau. La lapine, qui n'était pas morte mais qu'assommée, reprend connaissance et elle se met à courir dans la cour et affole les autres animaux. Mécontent, le fermier tue l'animal avec une hache et il donne un coup si violent au narrateur qu'il en est alité quelques semaines. Le narrateur est témoin d'une scène d'inceste entre le frère et la sœur, ainsi qu'une scène de zoophilie entre la fille du fermier et un bouc. Le narrateur fait le constat suivant. Ceux qui réussissent dans la vie sont de mèche avec le diable. Plus les personnes font du mal aux autres et que le groupe des victimes grossit, plus ces personnes auront de soutien de la part des démons et auront de succès dans leur vie. Le narrateur décide de rejoindre leur rang. Il décide également de s'enfuir du village. Il vole la comète d'une guérisseuse. En plein hiver, le narrateur est pris par la tempête et dans la neige où il pense que des esprits démoniaques lui parlent. Il se fait attaquer par des garçons. Il en blesse certains avec ses patins, mais certains garçons arrivent à le maîtriser. Puis, dans un trou de pêcheur, ils le balancent dans l'eau glacée et ils essaient de l'y maintenir. Après le départ des garçons, le narrateur parvient à sortir de l'eau et à entrer dans la forêt où il perd connaissance. Le narrateur a été recueilli par une femme nommée Labina, qui est une domestique. Elle reçoit le soir des hommes dans sa chaumière pour boire et faire l'amour. Le narrateur, témoin de ces ébats, remarque que la façon dont les hommes font l'amour à Labina n'a rien à voir avec la relation qu'il a eue, pleine de douceur, avec Euka. Autrefois, Labina a eu un mari qui s'appelait Laba. Il était l'homme le plus pauvre du village. Puis, après une longue absence, il est revenu riche par on ne sait quel procédé. L'homme a été volé et il a été retrouvé pendu. Des villageois pensent que c'est Labina qui l'a tué, ce qui la pousse à se bagarrer avec eux. Un jour, elle est ramenée morte à sa demeure à cause d'un arrêt du cœur lors d'une de ces bagarres. Le narrateur s'enfuit avec la cravate qui a servi à pendre le mari de Labina. Le narrateur va de village en village où les personnes ne font pas attention à lui car elles sont trop occupées par la prochaine arrivée de l'armée rouge. Le narrateur entre dans une rêverie et espère que le monde sera meilleur en suivant les idéaux bolcheviques. Les Allemands plient bagages et ils s'en vont vers l'ouest. Cependant, les Kalmouks arrivent. Le narrateur remarque que, comme lui, ce peuple a les cheveux et les yeux noirs. Ils font subir tout un tas d'atrocités aux villageois. L'armée rouge arrive et elle met fin aux barbaries des Kalmouks en les pendant par les pieds à des arbres. L'armée rouge prend soin des habitants du village. Le narrateur apprécie beaucoup les soldats de l'armée rouge qui ne le maltraitent pas et prennent soin de lui. Il se fait soigner dans un hôpital militaire. Deux hommes en particulier s'occupent de lui. Il s'agit de Gravila et de Mitka. Gravila lui apprend à lire. Il lui apprend que Dieu n'existe pas. Les prières que le narrateur a faites pour échapper à Karbos n'ont servi à rien. Les soldats lui apprennent l'idéologie bolchevique qui doit mener à un monde parfait. Ils mettent sur un piédestal Staline que le narrateur finit par apprécier. Le narrateur passe beaucoup de temps avec Mitka, un ancien tireur d'élite qui l'aide beaucoup. Le garçon admire beaucoup cet homme, si bien qu'il pense lui aussi devenir plus tard un soldat. Les autres soldats apprécient également beaucoup Mitka. Le narrateur les entend raconter ses exploits et le narrateur en imagine certains. Plusieurs soldats sortent du camp pour se distraire alors qu'on leur avait conseillé de ne pas le faire car il était déjà arrivé des malheurs à certains soldats sortis du camp. Ces soldats ne reviennent pas. 4 corps sont ramenés au camp, dont 2 qui étaient des amis proches de Mitka. Plusieurs hommes blessés reviennent.
Les soldats en vadrouille ont été attaqués par des paysans d'un village voisin qui les ont attaqués à coups de hache. Une nuit, Mitka amène avec lui le narrateur. Il se rend à l'orée de la forêt, près du village des paysans qui ont tué les soldats. Ils montent tous deux dans un arbre, et Mitka tire sur les paysans. La guerre touche à sa fin. Gravila, Mitka et ses amis vont bientôt revenir en Russie. Le narrateur est triste de cette séparation. Il est emmené dans un centre d'accueil pour enfants où l'on va faire des recherches pour retrouver sa famille. Son intégration se passe mal. Les autres enfants traumatisés par la guerre sont soit devenus violents, soit devenus amorphes. Le narrateur a appris, grâce à Mitka, à ne plus se laisser faire. Contrairement à ce que la directrice voudrait, il refuse d'enlever l'uniforme que les soldats de l'armée rouge ont confectionné pour lui. Il refuse également de se servir de sa langue maternelle et il utilise la langue russe. Il se fait tout de même un ami appelé le silencieux, qui est un enfant qui peut parler, mais qui ne le fait pas. Un jour que le narrateur se promène au marché avec le silencieux, il tombe et il renverse de la nourriture. Le paysan propriétaire de ses biens le met dans un tonneau et le fait rouler. Le garçon en ressort blessé. Pour se venger, quelque temps plus tard, le silencieux fait dérailler un train qui contient des paysans qui se rendent au marché. Il espère ainsi tuer le paysan qui a fait du mal à son ami. En allant au marché, le narrateur et le silencieux y voient le paysan qui est bel et bien vivant. Les parents du narrateur viennent au centre et ils reconnaissent leur enfant. Le garçon n'a guère envie de les suivre, car vivre avec eux reviendrait à abandonner ses rêves de vivre avec Mitka ou Gravila, dont il attend l'adoption. Cependant, comme le lui a fait remarquer Gravila, les parents ont un droit sur leurs enfants. Il accepte tout de même de les suivre, mais il se sent comme les oiseaux peints et relâchés par Lek, ou comme ce lièvre sauvage capturé par Makar, qui ne se laissait pas faire au début, puis qui s'est tellement habitué à sa captivité qu'il ne s'est pas sauvé quand la porte de sa cage est restée ouverte. Le narrateur est amené à l'appartement des parents. Un petit garçon de 4 ans a été recueilli par la famille. En mai, la guerre est déclarée comme finie, ce qui n'empêche pas l'apparition de nouveaux problèmes. Le narrateur n'est pas à l'aise dans cette nouvelle vie. Il décide de dormir le jour et de sortir la nuit. Il rencontre ainsi des personnes dans un parc qui lui font faire certaines commissions. Le narrateur se fait arrêter avec ces personnes. Il est emmené en prison et ses parents viennent le chercher le lendemain. Car il est trop maigre et qu'il ne grandit pas, le narrateur est envoyé à la montagne. Il comprend qu'au final, les hommes sont seuls, malgré les quelques illusions qu'ils peuvent avoir et qu'ils doivent ne compter que sur eux-mêmes. Après un accident de ski, il reçoit un coup de téléphone. Pour la première fois depuis des années, il parvient à reparler. Ce roman s'est fait critiquer car il a été vu comme une fausse autobiographie. Cependant, le but autobiographique n'est pas clair. On imagine mal un petit garçon de 6 ans se débrouiller autant seul, ne pas mourir des multiples sévices et garder son raisonnement malgré tout ce qu'il a vu ou vécu. Le narrateur survit à tout et il ne reste jamais bien longtemps avec une famille, qui le maltraite ou non. Tel un Jean-Baptiste Grenouille du roman Le Parfum, il apporte la malchance à ceux qui croisent sa route. Tel Justine du roman Les Infortunes de la Vertu, il n'arrive pas à être méchant, même s'il veut l'être, il ne l'est pas. Pourtant, il arrive à tirer le constat que pour avoir du succès dans la vie, il faut fabriquer son lot de victimes. Comme Justine, le narrateur est à contre-courant de ce qui se fait habituellement. Il ne ressent pas de haine, il ne ressent pas d'amour non plus. Gravila et Mitka sont comme quasiment transparents au dernier chapitre. Le silencieux paraît ne pas exister et n'être que le portrait de ce qu'il voudrait être, c'est-à-dire grand, ne se laissant pas faire. D'ailleurs, il disparaît peu de temps après l'adoption du narrateur. C'est un témoin froid qui n'est là que pour voir et nous raconter. Tout se détruit autour de lui, mais pas lui. Il ne cherche pas non plus à suivre telle ou telle personne. Au fur et à mesure que les gens s'éloignent de lui, il les oublie. Il trouve toujours une famille quand il en veut une. Les gens qui l'aident sont les plus châtiés. Les départs du narrateur ne dépendent pas de la manière dont la famille adoptive le traite, mais de décisions extérieures. Par exemple, on l'achète, on le place dans tel ou tel endroit, ses parents viennent le chercher, ou alors il décide de partir quand quelque chose s'est brisé, comme une mort, un meurtre, une vision de zoophilie. Le chemin de vie de ce petit garçon ressemble au destin de tous les hommes, qui est d'être seul, de devoir se débrouiller seul et de ne pas compter sur les autres. C'est une vie composée de beaucoup de malheur et d'un peu de bonheur.
Le peu de souffle donné au narrateur est toujours teinté de quelque chose de noir. Par exemple, Oka est en réalité une femme qui abuse de lui. L'Armée rouge fait de la propagande et Lek brutalise des oiseaux. Étrangement, la sauvagerie ne vient pas de là où elle devrait être. Ainsi, les Allemands, les Kalmouks, les Rouges, dont on pourrait attendre le pire, ne lui font que peu ou pas de mal. Ce sont les paysans et les enfants qui paraissent les pires et avoir tous les défauts. Le pire du pire semble être le retour à la vie normale. Le narrateur passe alors d'un environnement violent, dans lequel il a vécu durant 6 ans, à un environnement soft. Son ancienne et nouvelle famille paraît si peu adaptée à lui. Les différences se traduisent sur plusieurs plans. Il y a le plan individuel, le plan du village et le plan national. Au niveau individuel, le narrateur est différent des paysans, tant physiquement que moralement. Au niveau du village, les paysans, qui pourtant se ressemblent, parfois se querellent, se tuent et ostracisent une famille. La différence se fait aussi au niveau des nations. Dans ce roman, nous avons le cas de la Pologne, de la Russie et de l'Allemagne. Le monde n'a l'air d'avoir que 2 dimensions. Il y a la forêt, où il n'y a personne, et il y a les villages, où il y a des gens nécessaires pour la survie du narrateur, mais où il se fait maltraiter. Parfois, les jours passaient et Ludmila l'idiote n'était pas au rendez-vous dans la forêt. Lek bouillait intérieurement, mais rongeait son frein en silence. Il passait solennellement en revue les oiseaux dans les cages, bougonnant entre ses dents. Puis, après cette inspection prolongée, il choisissait l'oiseau le plus fort, l'accrochait à son poignet et préparait des peintures nauséabondes de différentes couleurs en mélangeant les composants les plus variés. Lorsque les teintes obtenues lui convenaient, Lek retournait l'oiseau et lui peignait les ailes, la tête et la poitrine de tous les tons de l'arc-en-ciel, donnant à son plumage un éclat plus coloré et plus vif qu'un bouquet de fleurs sauvages. Nous nous enfoncions ensuite dans la forêt. À un moment, Lek saisissait l'oiseau peint et m'ordonnait de le tenir dans ma main en le serrant légèrement. L'oiseau commençait à piéper et attirait une volée d'oiseaux de la même espèce qui voltaient nerveusement autour de nos têtes. En les entendant, notre prisonnier s'agitait pour les rejoindre, poussant de petits cris plus stridents. Son cœur minuscule, enfermé dans sa poitrine fraîchement peinte, battait très fort. Lorsqu'un nombre suffisant d'oiseaux s'était rassemblé autour de nos têtes, Lek me faisait signe de relâcher le captif. Il s'élevait dans le ciel, heureux et libre, comme un éclat coloré d'arc-en-ciel qui se détachait des nuages, puis il plongeait dans la masse brunâtre qui l'attendait. L'espace d'un instant, sa présence déconcertait les oiseaux. L'oiseau peint allait et venait en décrivant de grands cercles, tentant vainement de convaincre ses congénères qu'il était bien l'un des leurs. Mais les oiseaux, éblouis par ses couleurs brillantes, volaient autour de lui perplexes. L'oiseau peint était repoussé toujours plus loin, alors qu'il tentait désespérément de rejoindre les rangs de ses semblables. Peu après, nous apercevions les oiseaux se détacher les uns après les autres du groupe et passer violemment à l'attaque. La forme multicolore ne tardait pas à perdre sa place dans le ciel et tomber au sol. Lorsque nous retrouvions l'oiseau peint, il était habituellement mort. Lek examinait attentivement le nombre de coups que l'oiseau avait reçus. Le sang coulait de son plumage coloré, diluant la peinture et maculant les mains de Lek.